Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. Tout en admirant l'épouvantable pouvoir de ces gens qui d'un seul mot accusent ou jugent leur maître, Rastignac ouvrit délibérément la porte par laquelle était sorti le valet de chambre, afin sans doute de faire croire à ces insolents valets qu'il connaissait les êtres de la maison, mais il déboucha fort étourdiment dans une pièce où se trouvaient des lampes, des buffets, un appareil à chauffer des serviettes pour le bain, et qui menait à la fois dans un corridor obscur et dans un escalier dérobé. Les rires étouffés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le comble à sa confusion. « Monsieur, le salon est par ici, lui dit le valet de chambre, avec ce faux respect qui semble être une raillerie de plus. Eugène revint sur ses pas avec une telle précipitation qu'il se heurta contre une baignoire, mais il retint assez heureusement son chapeau pour l'empêcher de tomber dans le bain. En ce moment, une porte s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une petite lampe. Rastignac y entendit à la fois la voix de Madame de Restaud et celle du père Goriot, et le bruit d'un baiser. Il rentra dans la salle à manger, la traversa, suivit le valet de chambre et rentra dans un premier salon où il resta posé devant la fenêtre, en s'apercevant qu'elle avait vue sur la cour. Il voulait voir si ce père Goriot était bien réellement son père Goriot. Le cœur lui battait étrangement. Il se souvenait des épouvantables réflexions de Vautrin. Le valet de chambre attendait Eugène à la porte du salon, mais il en sortit tout à coup un élégant jeune homme qui dit impatiemment « Je m'en vais, Maurice. Vous direz à madame la comtesse que je l'ai attendu plus d'une demi-heure. » Cet impertinent, qui sans doute avait le droit de l'être, chantonna quelques roulades italiennes en se dirigeant vers la fenêtre où stationnait Eugène, autant pour voir la figure de l'étudiant que pour regarder dans la cour. « Mais monsieur le comte ferait mieux d'attendre encore un instant. Madame a fini, dit Maurice, en retournant à l'antichambre. En ce moment, le père Goriot débouchait près de la porte cochère par la sortie du petit escalier. Le bonhomme tirait son parapluie et se disposait à le déployer, sans faire attention que la grande porte était ouverte pour donner passage à un jeune homme décoré qui conduisait un tilbury. Le père Goriot n'eut que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas écrasé. Le taffetas du parapluie avait effrayé le cheval, qui fit un léger écart en se précipitant vers le perron. Ce jeune homme détourna la tête d'un air de colère, regarda le père Goriot et lui fit, avant qu'il ne sortît, un salut qui peignait la considération forcée que l'on accorde aux usuriers dont on a besoin, ou ce respect nécessaire exigé par un homme taré, mais dont on rougit plus tard. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événements se passèrent avec la rapidité de l'éclair. Trop attentif pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul, Eugène entendit tout à coup la voix de la comtesse. « Ah, Maxime, vous vous en alliez » dit-elle avec un ton de reproche où se mêlait un peu de dépit. La comtesse n'avait pas fait attention à l'entrée du tilbury. Rastignac se retourna brusquement et vit la comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en cachemire blanc, à nœuds roses, coiffée négligemment comme le sont les femmes de Paris au matin. Elle embaumait, elle avait sans doute pris un bain, et sa beauté, pour ainsi dire, assouplie, semblait plus voluptueuse. Ses yeux étaient humides. L'œil des jeunes gens sait tout voir. Leurs esprits s'unissent au rayonnement de la femme comme une plante aspire dans l'air des substances qui lui sont propres. Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans avoir besoin d'y toucher. Il voyait, à travers le cachemire, les teintes rosées du corsage que le peignoir légèrement entr'ouvert laissait parfois à nu et sur lequel son regard s'étalait. Les ressources du busc étaient inutiles à la comtesse. La ceinture marquait seule sa taille flexible, son cou invitait à l'amour. Ses pieds étaient jolis dans les pantoufles. Quand Maxime prit cette main pour la baiser,
Eugène aperçut alors Maxime, et la comtesse aperçut Eugène. Ah, c'est vous, monsieur de Rastignac. Je suis bien aise de vous voir, dit-elle d'un air auquel savent obéir les gens d'esprit. Maxime regardait alternativement Eugène et la comtesse d'une manière assez significative pour faire décamper l'intrus. Oh ça, ma chère, j'espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte. Cette phrase était une traduction claire et intelligible des regards du jeune homme impertinemment fier que la comtesse Anastasie avait nommé Maxime, et dont elle consultait le visage de cette intention soumise qui dit tous les secrets d'une femme sans qu'elle s'en doute. Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. D'abord, les beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles. Puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que les siennes, malgré le soin qu'il avait pris en marchant, étaient empreintes d'une légère teinte de boue. Enfin, Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme, tandis que Gênes avait à 2h30 un habit noir. Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy, mince et grand, à l'œil clair, au teint pâle, un de ces hommes capables de ruiner des orphelins. Sans attendre la réponse d'Eugène, madame de Restaud se sauva comme à tire-d'aile dans l'autre salon, en laissant flotter les pans de son peignoir, qui se roulaient et se déroulaient de manière à lui donner l'apparence d'un papillon, et Maxime la suivit. Eugène, furieux, suivit Maxime et la comtesse. Ces trois personnages se trouvèrent donc en présence, à la hauteur de la cheminée, au milieu du grand salon. L'étudiant savait bien qu'il allait gêner cet odieux Maxime, mais au risque de déplaire à madame de Restaud, il voulut gêner le dandy. Tout à coup, en se souvenant d'avoir vu ce jeune homme au bal de madame de Beauséant, il devina ce qu'était Maxime pour madame de Restaud. Et avec cette audace juvénile qui fait commettre de grandes sottises ou obtenir de grands succès, il se dit « Voilà mon rival, je veux triompher de lui, l'imprudent. » Il ignorait que le comte Maxime de Treilles se laissait insulter, tirer le premier et tuer son homme. Eugène était un adroit chasseur, mais il n'avait pas encore abattu 20 poupées sur 22 dans un tir. Le jeune comte se jeta dans une bergère au coin du feu, prit les pincettes et fouilla le foyer par un mouvement si violent, si grimaud, que le beau visage d'Anastasie se chagrina soudain. La jeune femme se tourna vers Eugène et lui lança un de ces regards froidement interrogatifs qui disent si bien « Pourquoi ne vous en allez-vous pas ?» Que les gens bien élevés savent aussitôt faire de ces phrases qu'il faudrait appeler des phrases de sortie. Eugène prit un air agréable et dit « Madame, j'avais hâte de vous voir pour… » Il s'arrêta tout court. Une porte s'ouvrit. Le monsieur qui conduisait le tilbury se montra soudain sans chapeau, ne salua pas la comtesse, regarda soucieusement Eugène et tendit la main à Maxime, en lui disant « Bonjour », avec une expression fraternelle qui surprit singulièrement Eugène. Les jeunes gens de province ignorent combien est douce la vie à trois. « Monsieur de Restaud, dit la comtesse à l'étudiant en lui montrant son mari. Eugène s'inclina profondément. « Monsieur, dit-elle en continuant et en présentant Eugène au comte de Restaud, et monsieur de Rastignac, parent de madame la vicomtesse de Beauséant par les Marsillac, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son dernier bal. Parent de madame la vicomtesse de Beauséant par les Marsillac. » Ces mots que la comtesse prononça presque emphaticement, par la suite de l'espèce d'orgueil qu'évoque une maîtresse de maison à prouver qu'elle n'a chez elle que des gens de distinction, furent d'un effet magique. Le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant. « Enchanté, dit-il, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. » Le comte Maxime de Treilles lui-même jeta sur Eugène un regard inquiet et quitta tout à coup son air impertinent. Ce coup de baguette, dû à la puissante intervention d'un nom
ouvrit 30 cases dans le cerveau du méridional et lui rendit l'esprit qu'il avait préparé. Une soudaine lumière lui fit voir clair dans l'atmosphère de la haute société parisienne, encore ténébreuse pour lui. La maison Vauquer, le père Goriot, était alors bien loin de sa pensée. Je croyais les Marsillac éteints, dit le comte de Restaud à Eugène. Oui, monsieur, répondit-il. Mon grand-oncle, le chevalier de Rastignac, a épousé l'héritière de la famille de Marsillac. Il n'a eu qu'une fille, qui a épousé le maréchal de Clarimbault, aïeul maternel de madame de Beauséant. Nous sommes la branche cadette, la branche d'autant plus pauvre que mon grand-oncle, vice-amiral, a tout perdu au service du roi. Le gouvernement révolutionnaire n'a pas voulu admettre nos créances dans la liquidation qu'il a faite de la Compagnie des Indes. Monsieur, votre grand-oncle ne commandait-il pas le Vengeur avant 1789 ? Précisément. Alors il a connu mon grand-père, qui commandait le Warwick. Maxime haussa légèrement les épaules en regardant madame de Restaud, et eut l'air de lui dire « S'il se met à causer de marine avec celui-là, nous sommes perdus. » Anastasie comprit le regard de monsieur de Treilles. Avec cette admirable puissance que possèdent les femmes, elle se mit à sourire en disant « Venez, Maxime, j'ai quelque chose à vous demander. Messieurs, nous vous laisserons naviguer de conserve sur le Warwick et sur le Vengeur. » Elle se leva et fit un signe plein de traîtrise railleuse à Maxime, qui prit avec elle la route du boudoir. À peine ce couple morganatique, jolie expression allemande qui n'a pas son équivalent en français, avait-il atteint la porte, que le comte interrompit sa conversation avec Eugène. « Anastasie, restez donc, ma chère, s'écria-t-il avec humeur. Vous savez bien que... » Je reviens, dit-elle en l'interrompant. Il ne me faut qu'un moment pour dire à Maxime ce dont je veux le charger.